So thank you very much. Excellent timing. So it seems that we are back to our schedule. And our last speaker in this session is Charles Aluni. He's a professor of philosophy at École Normale. And his talk will be again in French, but the English translation of the title would be, I hope, Relation and Ontology, Sets or Categories. So please. Bien, je commencerai simplement par quelques emblèmes signifiants de la philosophie badiousienne qu'on pourrait comparer à des aphorismes. Et le premier, c'est cette citation: « Ce qui tissait la déréliction de l'inventeur Cantor n'était rien moins qu'une errance de l'être. Au pied du mur de l'être, l'ontologie savante ou constructible est ascétique et acharnée. » Ça, c'est la rigueur du style ou le grand style d'Alain Badiou. Pour le philosophe, la mathématique est simultanément ontologique et logique. Disons qu'elle est ontologique. Le trait d'union sépare ici Platon et Aristote, ce qu'on a déjà entendu dans d'autres exposés. Le mode propre sur lequel une philosophie convoque une expérience de pensée dans son espace conceptuel relève strictement non de la loi supposée de l'objet, mais des objectifs et des opérateurs de cette philosophie elle-même. Le propre de la philosophie. L'axiome de discrimination qu'il faut alors introduire est à mon sens le suivant. Une philosophie est aujourd'hui largement décidée par la position qui est la sienne sur le rapport des deux autres sommets du triangle, la mathématique et la logique. Alors, aujourd'hui, je m'intéresserai plus particulièrement à un habitant de l'univers entier de la théorie des ensembles, il était question de ça avec David, qui quantifie et paramètre sans restriction. Pour lui, l'habitant d'un ensemble, alpha, a une vision tout à fait limitée des choses, mais lui voit cet habitant du dehors. Cet habitant qui voit l'autre habitant du dehors, c'est bien sûr l'ontologue, Alain Badiou, tel qu'il se définit lui-même dans le dictionnaire de l'être et l'événement. Ce personnage ubiquitaire réapparaît explicitement au cœur de Topos ou logique de l'ontologique, au chapitre 20 intitulé « Les topos comme lieu logique ». Page 101. Je cite « L'univers de type topos n'est pas extensionnel. Un nom n'a pas pour référent l'extension du concept qu'il nomme ou, comme dit Frege, la totalité des cas du concept. C'est là une différence décisive entre l'univers ensembliste et l'univers de type topos, différence dans la pensée. Les éléments de C n'est pas un énoncé existentiel pour l'habitant du topos. Ce qu'il y a, c'est cette flèche dont on pourra dire qu'elle est un élément de C. Le concept identifie sans collectiviser. La voie que nous allons suivre est ambiguë. C'est une version qu'on peut dire externe de la logique immanente d'un topos, ou encore, c'est parler du topos dans le langage des ensembles. Il est possible de serrer de plus près l'immanence et de continuer invariablement à ne traiter que des diagrammes commutatifs. La commutation d'un diagramme est typiquement ce que voit un habitant du topos. Mais la puissance externe et métaphorique de l'élucidation langagière ensembliste permet mieux de soutenir l'investigation ontologique. On se souviendra cependant constamment que bon nombre de nos expressions, si elles désignent du dehors des réalités du topos, seraient inintelligibles pour un habitant du topos. Et la conclusion est celle-ci, c'est dire que nous adoptons la position de celui que, dans l'être et l'événement, j'ai appelé l'ontologue. Je reviendrai par la bande sur certaines notions impliquées ici par Badiou, telles que ambiguïté, métaphore et vision, sur leur réversibilité possible, passant des ensembles aux catégories et vice-versa, aussi bien que sur les couples, dans cette espèce de balancement dont on a déjà parlé, dedans-dehors, interne-externe, local-global, le tout en liaison directe avec le couple primordial relation-objet.
Dernière précision préambulatoire concernant d'une part les textes d'Alain Badiou qui ont été essentiels pour moi dans ces quelques réflexions, et de l'autre le statut de mon propos. Pour les textes, je renvoie à cet ensemble de textes d'Alain Badiou. En ce qui concerne le statut de mon propos, il n'est bien évidemment pas celui de l'épistémologue patenté. Si l'épistémologue est celui qui, changeant la science en histoire des sciences et l'histoire des sciences en objet séparé de la philosophie, tue purement et simplement la saisie de la philosophie par la vitalité des sciences. Fin de citation. C'est ainsi que Badiou commente le mot d'ordre de Gilles Châtelet, feu sur l'épistémologue, sans autre manière de dire, vive la philosophie. Sur la connivence des historiens des sciences et de la pensée analytique, la plus réactionnaire, toujours contre la philosophie, je l'ai illustré dans une longue présentation de l'enchantement du virtuel, mathématiques, physique et philosophie, publiée en 2010 de Gilles Châtelet. Alors je commencerai par une citation tirée de Logique des mondes concernant la théorie des catégories et son statut phénoménologique chez Alain Badiou. Ici s'insère une thèse fondamentale dont l'argumentaire et l'exposition détaillée occupent tout le centre de Logique des mondes, de même que l'être en tant qu'être est pensé par la mathématique, ce qui est argumenté tout au long de l'être et l'événement, de même l'apparaître ou l'être dans un monde est pensé par la logique. Ou plus exactement, logique, entre guillemets, et consistance de l'apparaître sont une seule et même chose. Ou encore, une théorie de l'objet est une théorie logique, entièrement étrangère à toute doctrine de la représentation ou du référent. De là que les livres 2, 3 et 4 sont surtitrés « Grande logique ». Ces livres explicitent entièrement ce que c'est qu'un monde, un objet de ce monde, une relation entre objets. Tout cela est corrélé à des constructions purement logiques, homogènes à la théorie des catégories, qui absorbent la logique au sens courant, au sens prédicatif ou langagière. Je crois pouvoir dire que, de même que l'être et l'événement bouleversaient l'ontologie des vérités, en la mettant sous la condition de l'événement Cantor et de la théorie mathématique du multiple, de même, Logique des mondes bouleverse l'articulation du transcendantal et de l'empirique en la mettant sous la condition de l'événement Grothendieck ou Heilenberg ou MacLean ou Loweir, on pourrait en rajouter, ou Olivia Caramello par exemple, et de la théorie logique des faisceaux. Si Logique des mondes mérite le sous-titre de L'être et l'événement 2, c'est pour autant que la traversée d'un monde par une vérité, saisie d'abord dans son type d'être, s'y trouve cette fois objectivé dans son apparaître et que son incorporation à un monde déplie le vrai dans sa consistance logique. On tente ici une phénoménologie calculée. Alors on notera ici la centralité pour Logique des mondes d'un double mouvement. Premièrement, une objectivation dans l'apparaître. Deuxièmement, un dépli du vrai dans sa consistance logique, cause et clause, d'une restriction de l'étude à la théorie des topoi, plus qu'à l'analyse de la théorie générale des catégories que Badiou avait opérée antérieurement et précisément dans le Tabuscrit Topos. Dans Logique des mondes, l'usage des formalismes mathématiques est très différent de celui qu'on trouvait dans l'être et l'événement. Quelle est cette différence? C'est celle qui passe entre l'être en tant qu'être, dont le principe réel est l'inconsistance du multiple pur, multiple sans un, et de l'apparaître ou être dans un monde dont le principe est de consister. Je cite, « On dira aussi différence de l'ontologie et de l'ontologie. Disons que l'ontologie demande une compréhension plus profonde des formalismes, cependant que la grande logique exige un suivi plus vigilant des consécutions. Reste qu'il faut accepter la discipline des formes, les conditions de la vérité, pour autant que l'acceptation du vrai se détache de l'ordinaire du sens. Comme le dit Lacan, mathématique par excellence, cela veut dire transmissible hors sens. Je ne suis pas soucié d'assurer en tout point une continuité entre les deux projets, ontologique et logique. » Alors il n'en reste pas moins une raison philosophique profonde gouvernant ce protocole. Le traitement le plus moderne qui soit, ou peu s'en faut, de la logique ne se fait plus du tout de façon langagière et grammairienne. On s'établit d'emblée dans des constructions beaucoup plus générales, je dirais volontiers idéales, qui appartiennent à la théorie des catégories et à une de ses spécialisations, la théorie des topoi. Comme mon but est purement philosophique, je n'ai aucunement cherché à restituer tout le contexte catégoriel,
J'ai coupé droit vers ce dont j'avais besoin et qui est en fait une catégorie spéciale, celle qu'on obtient en liant les ensembles à une algèbre de Heyting complète, donc à ce que j'ai renommé un transcendantal. En somme, ce qui est ici philosophiquement traité est un fragment théorique d'un vaste édifice mouvant, la reformulation catégorielle de la logique. Ce fragment a un nom mathématique, théorie des oméga ensemble. Oméga désigne une algèbre de Heyting complète sur laquelle on mesure le degré d'égalité de deux éléments d'un ensemble. Alors, je ne traiterai pas ici de manière explicite du problème de la position décisionniste du philosophe qui tranche dans la mathématique au nom d'intérêts spéculatifs qui lui sont tout à fait propres et spécifiques. Ici, non pas la mathématique qu'attend le mathématicien, la mathématique de sa communauté, cette working mathematics qui ne saurait connaître ou reconnaître aucun déplacement, aucun écart, aucun pas de côté, mais une mathématique telle que passée au crible conceptuel de la philosophie. Une mathématique métaphysique, comme nomme Badiou, une mathématique déplacée et autrement complexe, une mathématique non exclusivement annexée et contrôlée par un producteur jaloux, non plus assujettie aux diktats sévères de la seule technique de ses calculs. Une mathématique dont se sert à ses propres fins le philosophe. Et Alain Badiou nous en a déjà averti dans l'exergue sur le mode propre de la philosophie. Dès l'ouverture de Topos et sous le titre d'Ambition générale, Badiou pose sans embâche le statut de la question toposique pour la philosophie. Dans le langage épistémologique dominant, on dira que théorie des ensembles et théorie des catégories sont aujourd'hui rivales quant au pseudo-problème du fondement des mathématiques. Il serait beaucoup plus ajusté de dire qu'elles définissent des orientations de pensée très différentes quant aux prescriptions relatives au fondement de la philosophie, si bien que l'examen de ce qui est en jeu dans leur opposition est un problème immédiatement décisif pour qui s'engage dans la construction du lieu de pensée qu'est une philosophie. Topos, page 1. Il est important de noter ici une opération de déplacement fondamentale de la position philosophique de l'ontologue, ainsi que l'enregistre le début du cours du 20-11-93, version Fischer. J'ai proposé l'année dernière, le 21-11-92, une présentation du rapport entre la théorie des ensembles et la théorie des catégories qui différait de celle que j'avais donnée initialement et dans laquelle les deux théories apparaissaient comme deux entreprises concurrentes de fondation du langage mathématique. Ma nouvelle thèse s'énonce ainsi. La théorie des ensembles relève de la décision ontologique, elle prescrit un univers, elle ne contient pas le concept d'univers qu'elle ne fait qu'effectuer. La théorie des catégories est un protocole de description des univers possibles, la prescription ontologique, la décision d'existence, y est, en un certain sens, suspendue. Page 1. La question des fondements de la mathématique, même si elle n'a pas disparu de l'horizon ontologique, ne détermine plus en tout cas la schise et la bifurcation des deux théories. Pour Topos, dans le cas ensembliste comme dans le cas catégoriel, la théorie s'avère détenir une telle puissance universelle qu'elle se développe comme exposition de l'ontologie, de la mathématique tout entière. Ce mouvement institue ces théories comme forme compacte du biais par lequel les mathématiques conditionnent la philosophie. L'ontologie prescrite par la théorie des ensembles détermine l'être en tant qu'être comme pur multiple sans nom et la suture du langage de cette ontologie à la position présentative en général, se donne dans l'ensemble vide comme nomination. L'ontologie prescrite par la théorie des catégories détermine l'être comme acte, rapport, mouvement. Ici, l'ontologie catégorielle est bien, elle aussi, prescriptive. Mais attention, le vocabulaire de l'objet ne doit pas nous égarer. Un objet en théorie des catégories est au départ un simple point, voire une simple lettre, sans intérieur déterminé, alors qu'un ensemble n'est précisément que le compte courant de ce qui lui appartient, donc de son intérieur. Cette approche ductiste de l'objet est inductive d'un premier dual constitué par le partage intérieur-extérieur. Badiou reprend ici la distinction de De Santi, dont il a déjà été question, pour qui l'ontologie ensembliste est intrinsèque, alors que l'ontologie catégorielle est extrinsèque. Entendons par extrinsèque que la détermination d'un objet dans l'univers d'une catégorie se fait exclusivement par les rapports ou mouvements dont cet objet est la source ou la cible. Même les catégories de l'immanence, ce que sont les éléments ou les sous-objets d'un objet, sont définis par des flèches qui vont ou opèrent
vers ou sur l'objet concerné. Par l'axiome d'extentionnalité, la théorie des ensembles permet à l'identification d'une présentation multiple, donc d'un être, de se faire sans ambiguïté. Cet axiome repose sur la détermination intrinsèque immanente du multiple pur. En théorie des catégories, il n'en va pas de même en général, car deux objets peuvent quoique compter pour deux en soi, c'est-à-dire dans une version ensembliste, être source et cible des mêmes types d'actions ou rapports dans la catégorie où ils figurent. Dans ce cas, leur identité extrinsèque est la même. Or, cette identité, c'est elle et non la pure différence de position qui en fait une différence littérale. Un des objets s'appelle A et l'autre B, qui pour le catégoricien est essentielle. On dira dans ce cas que deux objets sont isomorphes et on les considérera en fait comme les mêmes. Il y a donc en théorie des catégories une ambiguïté essentielle de l'identité. Pris dans des réseaux de rapports et d'actions externes semblables, deux objets sont indiscernables, sauf comme l'être vide. Je reviendrai brièvement sur le concept catégoricien d'isomorphie. Pour Badiou, c'est ici le dispositif aristotélicien qui développe ses racines, car la théorie des catégories tente d'ordonner l'ontologie à une vision naturelle de l'être. D'où que le concept clé de cette théorie des catégories est celui de transformation naturelle. Quant à l'ontologie ensembliste, elle relève de l'intelligible anaturel, s'édifiant du seul vide et subordonnant le mouvement, les fonctions, à une position fixe de la présentation. De même que pour Aristote, ens dicitur multipliciter, de même en théorie des catégories, un concept est, quant à sa portée et à ses composantes, entièrement tributaire de l'univers catégoriel où il est défini. C'est inévitable puisque l'identification d'un concept ou d'un objet se fait à partir des mouvements qu'il supporte, des opérations où il est pris, mouvements et opérations qui engagent tout l'univers, tous les autres objets et surtout toutes les forces ou flèches qui sillonnent cet univers. Ici, Deleuze et Nietzsche ne sont jamais très loin, comme l'a montré David. En revanche, en théorie des ensembles, il existe un univers de référence absolue, la hiérarchie cumulative des ensembles, qui est suturée à l'être en tant qu'être par le nom du vide et qui déploie des niveaux successifs que la pensée peut parcourir du biais des opérations fondamentales. Passage d'un ensemble à l'ensemble de ses parties ou à l'ensemble union. Cette hiérarchie cumulative des ensembles pourrait faire penser à la stratification en échelle de la relativité scalaire de Laurent Notal en physique. Cependant, c'est la théorie des catégories que Badiou va définir comme pleinement relativiste et exhibant des univers possibles appelés topoi, car seule la théorie des ensembles présente l'ontologie dans le déploiement d'un monde intelligible unifié. Cette opposition d'une pensée axiomatique et d'une pensée définitionnelle, d'une pensée prescriptive et d'une pensée descriptive, réitère en philosophie l'opposition Platon et Aristote. Ontologiquement, du simple fait qu'en théorie des ensembles, il y ait un concept absolu de l'être, ce qui n'est pas non-être doit être. L'absoluité de la détermination de l'être est aussi l'absoluité de la délimitation entre être et néant. Dans la théorie des catégories, la pluralité relativiste des univers et le caractère extrinsèque des immanences entraînent que la négation du non-être n'équivaut pas, en général, à l'affirmation de l'être. La logique naturelle est ici l'intuitionnisme. Le raisonnement par l'absurde, admis en théorie des ensembles, n'est pas recevable dans de nombreux topoi. C'est une question assez importante, puisque le raisonnement vers l'absurde est le début de la pensée mathématique. Il n'existe donc pas dans ce type de pensée de preuve indirecte ou oblique d'une existence ou d'une vérité. Nous ne sommes tenus de croire que ce que nous voyons ou construisons, de là une pente empiriste, au sens large, s'opposant une fois encore à la contrainte exclusivement intelligible de la théorie des ensembles, détachée par le vide de toute présupposition de présence. Dès lors, sur toutes les questions décisives de la pensée de l'être, acte de la pensée, forme de l'immanence, identité et différence, cadre logique, rationalité admissible, rapport de l'expérience et de l'existence, infinité, unité ou pluralité des univers, théorie des ensembles et théorie des catégories proposent des voies disjointes. C'est dire comme elles engagent chez Badiou des conditions différentes pour la philosophie, c'est un débat central pour la construction du lieu philosophique. Je me concentrerai maintenant sur les spécificités de la théorie des catégories
D'abord, en ce qui concerne flèches du diagramme, avant de conclure sur la lettre et l'immanence ou l'immanence de la lettre. Une flèche étant une action orientée, l'usage de schémas ou diagrammes y est essentiel. Il s'agit toujours de montrer dans l'espace la figure d'une définition. Le diagramme correspond à la conviction naturelle et intuitive de l'ontologie catégorielle. Il exhibe dans l'expérience, et d'un seul coup, uno intuitu, dirait Descartes, la consistance présentative de la définition. La seule chose qui compte dans un diagramme, c'est la disposition de la composition des flèches, et ces mouvements n'altèrent en rien cette disposition. Il faut exercer son œil à suivre les invariants de connexion dans les diagrammes d'apparence très différentes. Si on appelle géométrie l'étude de ce que des déformations perceptibles dans l'espace laissent invariant, la présentation diagrammatique des enchaînements de flèches est bien un exercice géométrique. Sur ce point, Badiou renvoie dans Topos à l'ensemble paradigmatique donné par le lemme du pullback ou produit fibré. Sur cette dimension géométrique essentielle, il faut consulter l'ouvrage de Jean-Pierre Marquis, dont il a été question tout à l'heure avec David pour notre texte, From a Geometrical Point of View, a Study of the History of Philosophy of Category Theory. Dans ce cadre, un personnage clé inscrit son nom au panthéon catégoriel, c'est René Descartes. Il est ainsi décrit dans le court traité Descartes, pour qui l'univers, sorte de graphe matériel de la mathématicité, fixe Dieu dans la ponctualité transmathématique de l'infini actuel, ce qui n'est vivre que dans la mort littérale. Or, ce qui, selon Badiou, fait tout le génie de la pensée catégorielle, c'est fidèle en cela à Descartes, qu'elle installe l'exposition mathématique dans une constante ambiguïté entre l'algébrique des équations et le géométrique des diagrammes. Ambiguïté liée au fait qu'en définitive, la théorie des catégories est essentiellement une logique intuitionniste, comme l'est aussi la logique cartésienne. Ce qui veut dire que les catégories organisent la pensée autour de constructions effectives, lesquelles peuvent être en effet soit des équations explicites, soit des configurations spatiales. Plus explicite encore, Descartes inscrit son nom au cœur même de la théorie, dans qui se dit catégorie à clôture cartésienne. Que vient faire Descartes à la lettre dans cette affaire? C'est qu'une catégorie doit toujours être pensée comme un univers géométrique. Et en théorie des catégories, limites et colimites sont des consistances de cette disposition géométrique. Et ces consistances qui reposent finalement sur des équations, celles qui règlent la commutation des diagrammes, peuvent être dites algébriques. En ce sens, l'existence des limites pour tous les diagrammes finis réalise l'univers comme une consistance de type géométrique algébrique. Or, Descartes est l'inventeur de la géométrie algébrique. Explicitons encore le statut catégoriel du diagramme. Un diagramme n'est donc pas une catégorie, c'est un morceau quelconque ou arbitraire d'une catégorie. Or, arbitraire comme il l'est, un diagramme est en général fort peu structuré. Les compositions qui y sont réalisables peuvent être très peu nombreuses. Pour avoir une mesure de la consistance d'un diagramme, il est tout à fait crucial de savoir ce que peut être un diagramme très structuré. Étant un morceau de catégorie consistant, il y a des marquages multiples de la même action, l'opération structurante étant la composition des flèches. Un exemple paradigmatique, un triangle structuré, est en fait un double marquage de la même action selon la forme décomposée, l'action F puis l'action G, ou selon sa forme synthétique, l'action H qui est l'action G rond F. On touche aussi ici à la notion de dimension d'une catégorie et à la consistance du voir. Le problème de la dimension d'une catégorie est celui du recul qu'on peut y avoir par rapport à un diagramme. Il s'agit donc de définir la métaphore du voir ou du recul de façon consistante avec des diagrammes consistants. Il y a ici deux réquisites. Étant donné les objets du diagramme, il existe un objet de la catégorie d'où ces objets sont visibles. C'est un objet de la catégorie qui n'est pas en général un objet du diagramme. Petit b, étant donné une flèche du diagramme, tous les objets du diagramme sont visibles d'un point de la catégorie, mais les flèches du diagramme sont capturées par ce voir, au sens où toute flèche du diagramme entre dans la composition d'une flèche venue de ce point. Le système de ce point et des flèches est un voir analytique du diagramme, c'est ce qu'on appelle un cône. Une catégorie sera grande si beaucoup de diagrammes, donc beaucoup de morceaux de la catégorie, admettent des cônes.
c'est-à-dire sont analytiquement visibles de l'intérieur de la catégorie. Ce point touche aussi ici au statut de l'universalité et à la question initiale de la lettre. Un diagramme peut bien entendu admettre plusieurs cônes différents. On voit analytiquement le diagramme depuis plusieurs objets ou points de la catégorie. Il s'agit alors de savoir si l'on peut isoler parmi ces points l'un d'entre eux comme point de vision universel. Ce concept d'universalité typiquement catégoriel est à nouveau géométrique. C'est une position universelle que nous cherchons, soit un point d'où l'on voit le diagramme du plus près possible. L'idée est que le point universel est lui-même visible depuis les autres points d'où l'on voit le diagramme. Il est comme l'avant-poste de tous les points de la catégorie d'où l'on voit le diagramme. Je rapprocherai volontiers ce point de la notion d'avant-poste de l'obscur. Je cite, « Une philosophie offensive doit se situer résolument aux avant-postes de l'obscur, comme ceux par quoi des dimensions neuves peuvent advenir. » C'est Gilles Châtelet dans Les enjeux du mobile. Et je conclus en disant que être en position universelle au regard d'une propriété, la vision analytique d'un diagramme, matrice en théorie des catégories de toute propriété, engage un effet de position et un principe d'unicité. Toute universalité est un composé de subvention et d'un. Cependant, l'un ne peut en théorie des catégories être l'un de l'objet. Ce doit être l'un d'une action, c'est le concept de limite. Qu'est-ce qu'une unicité objective de l'universel ou de la limite? Il y en a une au sens catégoriel. Pour un diagramme donné, deux objets qui ont la propriété universelle sont isomorphes. Or, deux limites, c'est la même chose que la propriété universelle, ne sont pas discernables extrinsèquement, donc par des propriétés actives ou en termes de flèches qui les déterminent, mais si elles le sont littéralement. Deux objets isomorphes sont littéralement différents mais catégoriellement identiques, car l'identité catégorielle est spécifiée par les réseaux d'actions dont un objet est la source ou la cible. Or, si petit a est dans un tel réseau et que B est isomorphe à petit a, B est aussi dans le réseau. La nullité latente de l'action supplémentaire ne change rien. La question de la lettre, comme celle de l'immanence, est ici philosophiquement décisive, raison pour laquelle j'y terminerai mon discours. Nos concepts fondamentaux spécifient des objets comme uniques, dès lors qu'ils existent dans une catégorie à un isomorphisme près, ce qui nous situe dans la médiation sur l'un, la méditation sur l'un. On démontre que dans une catégorie donnée, deux pullbacks, produits, égalisateurs, coproduits, push-out, co-égalisateurs, pour les mêmes objets ou flèches sont isomorphes. Ainsi s'accomplit l'ambiguïté de l'un dans la pensée catégorielle. Deux objets différents au sens ensembliste peuvent être identiques en ceci que les concepts structuraux sous lesquels ils tombent sont les mêmes. Ils auront les mêmes noms conceptuels. Aussi bien ne sont-ils finalement distincts que comme l'être, ce qui amène à penser la différence du rapport signifiant l'être de façon différente, selon que l'ontologie sous-jacente est ensembliste ou catégorielle. Pour la théorie des ensembles, toute lettre est virtuellement un nom, tandis que pour la théorie des catégories, le règne de l'ambiguïté, par isomorphie, entraîne que des noms peuvent indifférencier des lettres distinctes. Quiconque parle de la lettre doit préciser dans quelle présentation ontologique il opère. Dans l'ontologie ensembliste, l'immanence est originelle. Dans l'exposition catégorielle, l'immanence est un résultat, pour partie métaphorique. Il s'agit de déterminer progressivement la singularité d'un objet, lequel, au départ, est une simple lettre. On parlera donc comme si on procédait peu à peu à sa spécification immanente, comme si on remplissait la lettre de déterminations qui la rendent capable de fonctionner comme un nom, sous-objet, élément d'un objet. Mais le réel de ces déterminations sera toujours pensé avec des objets extérieurs et des flèches dont l'objet considéré sera la source ou la cible. Ainsi, les structures de l'immanence, dont l'originalité fait toute la portée de l'ontologie ensembliste, apparaissent plutôt dans l'exposition catégorielle comme des entames extrinsèques de la lettre qui la singularise à la fin comme quasi-nom. L'intrinsèque est, en théorie des catégories, une saturation locale sur une lettre de l'extrinsèque. À propos de la lettre, Badiou note que chez Gilles Châtelet, grâce à la dissymétrie, une sorte de géométrie du contenu, vient hanter la discontinuité littérale. La lettre elle-même, sans renier son austérité algébrique, y devient géométrique et dansante, si bien que le mathématicien s'empare créativement d'une nouvelle cinétique.
En liant le libre balai des lettres à un continuum où des circuits peuvent se déformer l'un dans l'autre, la géométrie gagne des figures cinétiques. Petit Panthéon portatif, 2008, on sait que pour Gilles Châtelet, c'était là tout l'enjeu du mobile. Finalement, pour Alain Badiou, il y a bien une habileté catégoricienne quand il s'agit de reprendre une prescription de l'ontologie ensembliste et de l'étaler dans l'équivoque. Ce qui était donation immanente d'une fonction comme élément d'un ensemble devient ici nomination d'une flèche par un élément lui-même extrinsèque. Et pour finir, je rappellerai l'orientation générique de Badiou. Elle privilégie les zones indéfinies, les multiples soustraits à toute recollection prédicative, les points d'excès et les donations soustractives. Et, cette merveilleuse formule, toute existence est prise dans une errance qui fait diagonale pour les montages supposés la surprendre. Sur le plan de la politique générique, c'est celle d'une existence comme soustraction à l'état ou de ce qui existe seulement de n'être pas calculable. Dès lors, la tâche contemporaine de la philosophie sera de comprendre comment il est possible qu'une situation de l'être quelconque soit à la fois multiplicité pure, aux lisières de l'inconsistance, et intrinsèque et solide liaison de son apparaître. C'est ainsi une théorie de l'événement qui, pour la pensée, est à la jointure intérieure de la mathématique et de la logique mathématique. Et je conclus par cette citation. On est alors, dirait Mallarmé, dans ces parages du vague où toute réalité se dissout. Mais on est aussi là où il y a une chance que surgisse, aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà, c'est-à-dire dans l'avènement d'un autre lieu logique, brillante et froide, une constellation. Merci. Thank you very much. So it seems that we have 15 minutes for questions. So if there is anyone who would like to ask something, please. I hope there is someone who wants to ask a question, because we asked our speakers to be as brief as possible, so to give you time for questions, so use it, please.